Mr. Ferdinando Tozzi. Mr. Ferdinando Tozzi is a lawyer, and his statement or communication. Yes, communication for copyright. Culture and creativity Yes. After pandemic. Yes. À vous la parole. Merci. I have to, first of all, I have to thank all of you and of course Michele Cavasso, our friends. And I have to say sorry twice. First of all, because I don't speak French and my English is not very perfect. And secondly, because for some issues, then I have to go away. The pandemic has brought a very serious human, social, and of course economic consequences. But I think that even catastrophic events of this magnitude represent a great challenge that must be taken up and must be won. With my work as a lawyer, with my work as a consultant of the Ministry of Culture, Italian Ministry of Culture, and also as a copyright expert here in Italy, and I give also a lot of consultant to the ministry, but also to our major. I think that this pandemic must be an opportunity. COVID has represented a tragedy for all humanity. Recording in progress. And specifically in the world of entertainment, has created very serious damages, in particular for all live activities, from music, concert, to theater performances, to movie theater. So, the problem is that COVID has found the whole cultural sector basically unguarded. Obviously, all humanity has been powerless in the face of the pandemic, but if the cultural sector had a more structured body, perhaps it could have at least limited the damages. In any case, now is the time for antibodies. Now is the time for vaccines, not only for us, but also for cultural economics. I really trust in the culture with business. I think is something that must go together. I've been working for years for a cultural industry in Naples and for Naples. And I have to say that here in our city and in the south of Italy, there is a problem of lack of cultural industries. There are a lot of people that create, that do culture, but there is not a system of business around culture. And so I think that we have to start from here. The general weakness is the lack of a system of cultural industries. And so thanks to pandemic, we understand that only with an adequate technological infrastructure will be possible to survive in the future. So that's where we have to start. We have to empower the technologies. Only with technological infrastructure will be possible to go on. Phenomena as non-fungible token, live streaming, show made by holograms, etc., are increasing. And this is an opportunity for people like us, for people that are not in the center of the cultural industry. Thanks to new technologies, we can fight the gap between the south and the north. And in this
in this issue, I think that is very important also to have a new rules. I am a lawyer, and I think that the copyright law have to be renewed in order to give answer to these needs. I think that we can be optimistic because I have to say in the 2019, so before the pandemic, Europe start to do the so-called copyright directive, and this is a very, very important law that in these days it is being improved also here in Italy. And the most important thing of this law that rules all over Europe is that has one very important target: to rebalance the system of the copyright and the cultural industry. There is a problem of lack of symmetry between analogical economics and digital economics, and also the law suffer this asymmetry. Usually the rules try to go behind the new technologies, because of course the new technologies are faster than the lawyer to write the laws. But I have to say that right now the European legislator give a very important answer. With the Directive 7090 of the 2019, that represent a fundamental step for the digital transition, the European legislator says that member states shall provide to an online content sharing service and act of communication to the public or act of making available to the public for the purpose of the directive when gives to the public access for copyright protected works. And this is what every day a lot of people, especially young people, do through the internet. And so an online content sharing service provider shall obtain an authorization from the right holders. This is something very simple but very important. And how? Concluding a licensing agreement. And so European lawyer says member states, so also Italy, shall provide that where an online content sharing service provider obtains an authorization, for instance, concluding a licensing agreement, that authorization shall also cover acts carried out by users of the service falling through the national rules. Also, the law says that the service provider who does not obtain the license can be considered exempt from liability only under certain conditions. And this is a second thing that is very important, because I said before, it's essential to have culture and business. But at the same time, we have to remember that culture is also instrumental for the development of societies and also the development of the young generation. So, yes, for the business, but we need to have spaces open to the free consultation, the free use. And it's called the fair use. In Italy, they are called exception to the copyright. And this is the second very important goal that the law must achieve, because only with a good balance between business and copyright owner on one side and the open access, let's say, on the other side, we will at the same time enforce a cultural industry and enforce the access to culture also for free. Also because if
the young generation will be able to enter in contact with all our culture heritage, also for free, only in this way they will be able to create new culture. So there is a very delicate balance between business and open access. And I have to say that these new rules are now going in the right direction. So I think that even if these 2 years gave worldwide very big, huge damages in all sector, and of course I'm talking about culture, but I know very well that there are a lot of people in other fields, in other sectors that suffered very, very important damages. But I think in the cultural sector we have to learn from our mistakes made before the pandemic era, mistakes made before when all thought that we will be able to do whatever we want without special rules. Now we understand that we need rules, but these rules have to be capable to be open to new technologies. Otherwise, without an industry open to new technologies, and without the new technologies, we will not be able in the future to give answer to the challenges that new technologies give to us. And so, really in conclusion, I think that the step that have to be taken here in Naples, but all over Italy, is to create a cultural industry, is to create the legal and formal infrastructure for a cultural industry, but also the physical infrastructure for a cultural industry. Just one last example. I'm working with the city of Naples, trying to build a cultural industry. And one of the main goals that the new administration want to do is to transform Naples in the capital of music. We can say also that we will be the emperor of music, but without some skills, without some achievement, we will be nothing. So now in Naples we have a lot of musicians, a lot of authors, a lot of cultural fermenti, sorry, I don't know in English the word. But we don't have structure, we don't have music hall, we don't have spaces, we don't have enough producer. It means that here borns the cultural creativity, but then this creativity is forced to go away and go to, in Italy, to Milan. Of course, I work every week. I stay 2 days in Milan, so I love Milan. It's nothing against Milan. It's a different matter. We, as South Italy, Naples, south of the world, we need to have adequate infrastructure to can stay together with Milan. We are friends, but we cannot be just the creators of culture, and then all the business goes away from Naples, from the south, and goes in another place. And I think that this is a common problem also in your country, I think, but of course I don't know. But I think it's always the same story. And I finish. Thanks to the new technologies, we can win this challenge, because new technologies give us the possibility to talk all around the world without also staying here in Naples, also staying in another country. I have a client of mine
that he worked for Marvel and Disney in LA, but he lives in Naples, thanks to new technologies. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Lawyer Ferdinando Tozzi, for this very interesting. Professeur, l'ami Michele Capasso, autour du thème de la culture et de l'économie après la pandémie. Mon cher Michele, à toi la parole. Merci Mohamed. Après la pandémie, un mot. La culture doit produire l'économie et l'économie doit produire la culture. C'est très simple, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que, comme a dit notre ami avant, nous sommes plongés dans la globalisation de la médiocrité, à tous les niveaux, politiques, scientifiques, sociaux, dans tout le monde. C'est très clair qu'entre Mitterrand, De Gaulle et Macron, il y a un peu de différence. C'est très clair, en Italie, je le dis, je l'ai dit en face, donc je n'ai pas aucun problème, entre notre ministre Di Maio, qui quand il est né, nous avons déjà fondé la fondation, et Andreotti et les autres, mais même Crax, il y a une petite différence, et la liste c'est énorme, entre Brezhnev, Gorbatchev et Poutine, dans tous les pays du monde, dans tout le monde et dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? La pandémie doit être une opportunité. Une opportunité parce que nous tous devons prendre en charge nous-mêmes et la planète. Mais combien de fois cela a-t-il été compris par les classes dirigeantes, surtout européennes et de tout le monde? Peu de fois. Personne n'a rien compris. Encore aujourd'hui, il utilise les techniques et les méthodologies bureaucratiques qui tuent nous tous. La responsabilité, plus que politique, c'est bureaucratique. Je dis que nous sommes en présence d'une bureaucrature, la dictature de la bureaucratie qui produit la démocrature, la dictature de la démocratie. Hier soir, en se promenant avec Mohamed Gayet, j'ai fait l'exemple de cette place. Je l'ai dit même à mon cher ami, le maire Gaetano Manfredi, qui est venu ici, je l'ai fait voir ici. C'est-à-dire, il y a 250 000 mètres carrés de couverture de cette place qui arrivera jusqu'à la gare, qui est fait avec des pierres volcaniques qui empêchent aux handicapés de se promener. Si vous avez un trolley, on ne pouvait pas marcher. Et avec le chaud, les chaussures s'attachent au sol. De qui est la responsabilité? Je l'ai demandé au maire avant. C'est un petit fonctionnaire de la mairie qui a fait cet accord avec un petit fonctionnaire de la grande société. Alors ça, c'est criminalité pure. Il faut que la politique assume ses responsabilités. En retournant à la culture et à l'économie. La culture, il faut l'entendre pas simplement comme le terme culture. C'est la vie de tous les jours. Mon ami, le professeur Pika Chamara, il l'a dit, il faut passer d'une dimension de bien-être à une dimension de bonheur. Notre défi, c'est de vivre dans le bonheur. Mais ça demande une nouvelle perspective et une nouvelle attitude de nous tous. Nous devons être capables, après la pandémie, d'éliminer les choses qui n'ont pas aucun sens, de passer à l'identité de l'être à l'identité du faire, et surtout de penser dans une dimension globale. Hier, j'ai dit que la similitude peut être une opéra lyrica au théâtre lyrique. Mais je dis encore plus, une opéra lyrica aux pyramides. Là, il y a beaucoup de difficultés, parce que s'il y a le vent, on ne pouvait pas plus faire la manifestation. Alors, il doit mettre des tentes pour protéger du vent. L'acoustique doit être bien réglée. Mais ça demande qu'il faut passer de la coopération à l'harmonie. L'harmonie signifie
que chacun doit faire son métier, bien avec passion, humilité et compétence. S'il y a une surapposition ou une oppression d'un métier sur l'autre, il y a le chaos. Il n'y a pas plus ni symphonie ni harmonie. La culture aujourd'hui signifie protéger ce qu'il existe et qui peut disparaître. J'ai beaucoup travaillé aussi en Tunisie parce que nous avons fait un rapport sur la céramique ségénène pour le faire devenir patrimoine de l'humanité immatérielle de l'UNESCO. J'ai été là-bas plusieurs fois, mais il n'y a pas la conscience des gens, des femmes qui travaillent la céramique, de l'importance de celle qu'ils font. Et alors voilà qu'il y a les Chinois qui mélangent les céramiques réelles qui font les femmes avec le fil de bois, des choses, etc., avec des produits faits en Chine. On les mélange, je ne suis pas compétente, je ne comprends pas si c'est ségénène ou si c'est de la Chine, mais ça, c'est un danger pour eux-mêmes. Ce n'est pas moi d'ici qui peux dire vous devez le faire, c'est eux-mêmes qui doivent comprendre que le rôle qu'ils ont reçu de l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité doit être protégé. Au lieu de faire 1000 céramiques, 5 céramiques. Ben, bien promu dans tout le monde, j'ai dit, ici même au musée, vous pouvez faire un espace. Et donc, ça ne dépend pas de la capacité de produire un objet ou un autre. Il faut sauvegarder la méthodologie de protection, parce que c'est elle qui est patrimoine immatériel de l'humanité. Comme un autre exemple qui fait confusion, c'est la pizza. Tout le monde dit la pizza, patrimoine immatériel de l'humanité. Ce n'est pas la pizza, c'est le métier de pizzaiolo. Il doit respecter un décalogue, donc seulement un grand pizzaiolo qui utilise le grain blé vrai, qui utilise les tomates spéciales du Vésuve et d'autres. Tunisiennes aussi sont bonnes. L'huile d'olive de notre ami et la mozzarella de bouffale bien traitée, ce métier est patrimoine émotionnel de l'humanité. Ça signifie que 99% des pizzas du monde sont pour le déchet, ne sont pas patrimoine de l'humanité. Vous allez dans toutes les pizzerias, venez chez nous à goûter la pizza, pas de quel patrimoine de l'humanité. C'est si vous lisez la fiche UNESCO, l'arte del pizzaiolo con il decalogo, donc c'est autre chose. Ça démontre qu'il y a une lésion énorme entre la culture et l'économie. Parce qu'on a perdu toutes les capacités de préserver la mémoire pour valoriser le présent et laisser à nos fils l'espoir de notre futur. Dans une dimension chaotique où on a eu une confusion de communication à travers les social et les médias. Je vous fais un exemple. 1950, les produits Recording stopped. Recording in progress. Les produits multimédia qui étaient produits dans le monde étaient 113 000 dans tout le monde. Les produits, pardon? Multimédia, film, audio, multimédia. 60 années après, sont 14 milliards. 14 milliards. Chacun de nous fait milliers de photos, milliers de vidéos, etc. Se plonge dans les channels YouTube, etc. sans rien. Moi aussi, j'ai le problème avec notre amie Adelaide. Nous avons fait la vérification. J'ai 14 200 vidéos de la Fondation dans 30 années. Moi-même, je me suis perdu. J'ai dit, nous devons faire un rassemblement, une vidéo pour chaque année, 30 vidéos qui fait la synthèse. Je dis sur moi-même. Alors, c'est un grand problème, parce que tout le monde pense qu'il va sur YouTube, il fait les photos, il fait les vidéos. C'est perdu. C'est dans l'espération de l'hiver, de l'enfer qu'ils vont là-bas. Et alors, une nouvelle, même considération des médias, pas comme instrument de culture, mais comme coffre-fort pour les choses qui méritent d'être valorisées, serait autre chose. Comment passe cela? Avec l'argent qui est mis en place après la Covid, on pourrait imaginer des channels dédiés, des channels héréditaires, où je sais que si je vais voir Dante Alighieri,
je ne dois chercher entre 14 millions de vidéos sur YouTube, mais entre 15 vidéos sur un chaîne institutionnel où je sais que le ministre Benachour, le professeur San Martino et les autres amis qui ont donné la garantie d'un produit de grande qualité. Si on fait ça, on est vraiment dans une situation catastrophique. Et la même chose, c'est dans la formation. Parce que la culture peut produire économie si on a la formation sur la valorisation du patrimoine culturel. Culture signifie rien, on a parlé hier avec Mohamed. Culture, c'est rien. C'est lié à quelque chose, à la chanson, au théâtre, à la musique, etc. Alors, si on ne donne pas ça une valeur pas seulement d'économie, mais une valeur en soi-même, ça, on va aboutir à rien. On avait parlé quelques instants avec des représentants de la chanson napolitaine, parce que ce qui passe, le napolitain, c'est une langue à tous les effets. Naples, c'est une planète, un univers, à sa langue, à sa mémoire, son histoire. Mais, en Portugal, qui est un pays plus petit, a une tradition de musique qui c'est le fado. Si vous allez à Coimbra, si vous allez à Lisbonne, etc., il y a dans tout le Portugal plus de 514 places où on peut voir, lire, écouter la vraie musique du fado. La même chose c'est en Espagne avec le flamenco. Il y a 75-77 sites où on peut voir le vrai flamenco. Et aussi dans tout le monde, si vous à Naples voulez écouter la vraie chanson napolitaine, il n'existe rien. Parce que la lutte entre les chansonnières, entre la politique, etc., a mené complètement à rien. Et alors le risque est de perdre la tradition de la culture napolitaine. La télévision italienne avait fait l'archive de la chanson napolitaine. Ils sont 114 000 pièces à partir du XVIIe siècle. Personne ne l'avait plus utilisé. Il avait le risque de la perdre, était sur des masses. Nous l'avons reçu en don. Je l'ai numérisé. Aujourd'hui, la seule place où vous pouvez écouter une chanson napolitaine du XVIIe siècle, c'est ici. Mais je regrette ça, parce qu'on devait la faire dans tout le monde. Quel est le défi? On doit mettre ensemble, pas plus dans une manière arithmétique, les pays qui sont décidés à nous, ailleurs, à Bruxelles, aux Nations Unies, etc. Les pays qui sont proches comme frères pour attitude et pour confluence. Et alors, par exemple, la Tunisie et l'Italie du Sud sont destinés par l'histoire à être ensemble, à part les familles Scali, etc. Et notre ami Gilberto, qui est plus tunisienne que napolitaine, donc il vit là-bas, et donc je l'ai prié de venir ici, c'est un membre de la fondation, une grande personnalité. Mais il y a des traditions à partir du Mazarin parle beaucoup, je peux faire une liste énorme. Alors avec la sensibilité, surtout des femmes, parce que ce sont les femmes qui peuvent faire ça, donc je regarde vous, je regarde Beya, je regarde tous les autres, il faut trouver des petites choses qui nous réunissent de la cuisine, de la culture, de la créativité, de la couture, des choses, pour former une dimension de protection et de coffre-fort dans l'ensemble des États-Unis du monde. Nous avons mis dans le coffre-fort des États-Unis du monde tout le patrimoine culturel et environnemental traditionnel de la Campanie et du sud de l'Italie. Il y a la Campanie des émotions, la Sicile des émotions, il y a la Sardaigne des émotions. Pourquoi pas ne faire la Tunisie des émotions? Donc, choisir 14, 15 sites et situations importantes de Ségénène, d'autres choses, de céramique, d'autre part. J'étais à Sousse plusieurs fois pour valoriser toutes les choses de la ville, on fait un musée incroyable. Mais si on reste séparés, on n'a aucune force. Au contraire, si on est fort, pourquoi? Parce que notre ami Gustavo Roll, que vous avez vu, qui vous invite à vérifier, il avait prévu tout. Donc, à la fin de 2025, vont à survivre, seulement qui est capable de se mettre en réseau et de démontrer leur valeur. Et alors, signifie que, quand à la fin de 2025, nous avons
presque 250 milliards de vidéos si le processus est similaire. Et nous avons milliards et milliards de photos, de choses, etc. Nous avons la nécessité d'aller pour respirer dans les places où se trouvent les vraies choses de la vie, de la culture, qui devient économie. Alors je dis, à un moment, je vais voir la Tunisie, je m'en fous de tout le... Je vais sur le website, sur le canal YouTube de États-Unis du monde, à la voix Tunisie, je ne regarde pas 1 million de choses, mais 30 choses qui me donnent la valeur et l'importance de ce pays. Et ça devient aussi économie, parce que même le tourisme, on a perdu sa puissance et sa valeur parce qu'on a perdu la dimension du tourisme culturel. Voilà la vision culture, économie, économie, culture. La première fois que j'étais à Marrakech, 1976, il n'y avait pas d'électricité. Dans la place Jamal El Fna, il y avait seulement les lampes à gaz, il avait la terre pour terre, et il y avait ces gens qui faisaient la friture avec les mains. Une émotion énorme. Aujourd'hui, la Méditerranée a tout loué. Vous êtes comme à Disneyland, et le 80% des magasins artisans sont faits avec des produits chinois sur le modèle marocain. On a perdu l'identité de la ville. Au contraire, en Tunisie, ça n'est pas encore arrivé. Et alors, il faut la protéger. Il faut protéger Sousse, il faut protéger Bizerte, toutes les villes que j'ai visitées, l'île de Gerba, n'importe quoi, et d'autres. Et est à vous de les protéger et de les mettre comme un trésor dans une coffre-fort qui sont les États-Unis du monde, dans le domaine patrimoine culturel, tourisme, mémoire, artisanat, rôle des femmes. Un patrimoine des États-Unis du monde sont les femmes tunisiennes, même dans une époque pas appréciée, ont eu un rôle énorme, fondamental. Je rappelle en 1997, ça fait 24 années, nous devons faire un forum avec 300 personnes. L'Union européenne nous avait financé 300 personnes. J'ai dit c'est impossible de représenter 43 pays avec 300 personnes. Dans ma petite folie, j'ai vendu des maisons que j'avais pour inviter 2500 personnes. Il est venu le consul de Tunisie de l'époque, je ne me rappelle pas, c'était un monsieur avec les cheveux un peu blancs, et il m'a dit, monsieur le professeur, je ne peux pas. Alors j'ai fait comme un architecte 2500 divisé par 43 pays, c'était 50, 54 pour pays. Il a dit non, la Tunisie, pour être bien représentée, nous sommes 492, seulement nous. Et qu'est-ce que vous dites? Oui, sinon on ne peut pas participer. Je me suis pris un jour, il est venu à la maison à moi, il dit bon, d'accord, je ne sais pas comment je vais faire. Inviter tout le monde, et était une force énorme, c'était le 90% femmes. Ils ont mobilisé le forum dans les domaines des droits de famille, des choses. Donc c'est une chose que la Tunisie a dans son identité, indépendamment de la politique, si Ben Ali c'était femme, c'était autre chose. C'est dans la dimension même des femmes. Et c'est un valeur. Il faut le capitaliser, il faut le mettre en synthèse, et il faut le promouvoir à l'échelle internationale, surtout pour tous les autres pays arabes. Le Maroc, qui semble plus démocratique, qui a donné l'alternance démocratique, mais la dimension des femmes, c'est dans une dimension archaïque, par exemple. Je le dis, avec Pia, nous avons visité la princesse Lallameriam, l'observatoire pour les femmes, pour l'enfance. Encore aujourd'hui, il y a toujours cette dimension, que la Tunisie est des décennies avant. Je vais en conclure parce que nous avons quelqu'un du Sénat, la sénatrice Valente, qui pense qu'il nous attend, pour vous dire que je vais exprimer ma satisfaction pour la grande qualité de ce colloque. Même si on est dans une maison un peu folle, où on vient manger, on est sur la terrasse, il arrive les gens du Kirghizistan, il arrive des chansonniers napolitaines, mais c'est fait partie de cette folie, de cette maison, et c'est la richesse de cette maison. Donc, la réflexion, je vais le faire aux conclusions. Maintenant, je vais vérifier si Madame Valente, la présidente du Sénat, est connectée pour continuer nos travaux. Très bien, merci. Mon ami, le docteur Khadija Malla, qui est une spécialiste, une consultante senior en matière de développement,
et qui interviendra sur le thème vers un leadership transformationnel sociétal post-pandémie. Khadija, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez ou là? Non. Ah, vous m'entendez? C'est pas grave, je l'ai mise au khalas. Ça va? Yes, absolutely. Ma présentation, je l'ai faite en anglais, mais je vais parler en français. Oui, sinon ça va devenir un examen de passage. D'anglais, là. Premier juré, je vais parler en français. Ce que je voulais faire, en fait, parler en dernier après 2 jours tellement intenses, nous fait prendre le risque évidemment de redire des choses qui ont déjà été dites, mais je vais faire un effort pour que ce ne soit pas le cas, pour que vous restiez intéressés dans ce que je vais présenter. J'étais intriguée hier quand le professeur Michele Capasso avait dit, en passant, qu'il y avait une médiocrité généralisée et globalisée. En fait, moi-même, quelques mois avant la pandémie, justement, j'avais tweeté que rien ne m'effraie plus que la médiocrité globalisée et généralisée. Et en fait, sans nous connaître de part et d'autre de la Méditerranée, il semblerait que nous ayons les mêmes peurs ensemble et que, en fait, ce soit ça. Et donc, évidemment, nous ne pouvions pas prédire qu'il y aurait la pandémie, mais c'est vrai, la première réponse à la pandémie a bien prouvé que, justement, malheureusement, nous commençons à partager beaucoup de médiocrité. Donc, à cause de cela, je suis comme Einstein, c'est-à-dire convaincue, et là je lirai sa quote en anglais puis je traduirai. The world we have made as a result of the level of thinking we have done thus far creates problems that we cannot solve at the same level at which we have created them. We shall require a substantially new manner of thinking if humankind is to survive. Donc en fait, Einstein nous dit que nous avons créé des problèmes à un niveau tel qu'on ne peut pas les résoudre au même niveau. Nous devons absolument chercher et vraiment trouver une nouvelle manière de penser si nous voulons réellement que l'humanité justement survive. Et pour cela, encore une fois, Einstein nous demande de toujours poser de nouvelles questions, de voir les nouvelles possibilités, de regarder les anciens problèmes d'un autre angle. Et tout cela, évidemment, demande une imagination créative et pour que, justement, il y ait une avance dans la science. Donc, comme je veux suivre cet exemple et ce conseil d'Einstein, j'ai décidé, moi aussi, de regarder et d'analyser la réalité en utilisant d'autres lenses, une autre manière de voir, d'autres lunettes que celles que j'ai. Et aussi, comme on l'a dit hier, justement, comment opérer ce changement de paradigme dans nos réponses à des défis qui sont cosmiques finalement, que ce soit la pandémie ou autre. Justement, nous avons besoin de le faire autrement. Et j'ai choisi moi-même de le faire à travers la spirale dynamique, le cadre de la spirale dynamique, parce que pour moi, il aide beaucoup à comprendre nos sociétés et comment elles sont en train d'évoluer. Évidemment, la spirale dynamique, comme vous le savez, il y a 8 niveaux, et donc qui justement explique justement cet état psychologique de connaissance et tout cela. Je vais focaliser seulement sur 6 niveaux pour essayer d'analyser notre contexte. Quand je dis société, évidemment, je me concentre essentiellement sur les sociétés du sud de la Méditerranée. J'ai eu l'honneur de servir pendant plus de 17 ans tous les pays de notre région, mais j'ai aussi trouvé beaucoup de similarités avec les pays du Nord. C'est pour ça que ce sera intéressant de part et d'autre de la Méditerranée. Donc la spirale dynamique, c'est celle-ci que j'ai essayé de vulgariser, disons, ou de mettre un peu plus clair en créant moi-même cela. Et je dirais que toute société, dans chaque société, nous avons les individus qui sont à différents niveaux. Il y a des individus qui sont toujours encore à l'échelle individuelle, donc ce n'est pas une question d'âge. Ils peuvent avoir 80 ans et être toujours bloqués dans ce niveau individuel, ou bien la famille, la tribu. Par tribu, ici, ceux qui ont créé la spirale dynamique, ils ont justement
pour eux, c'est tout type d'identité. Donc, c'est pas la tribu comme tribu. En fait, l'identité, c'est chaque fois qu'on ferme les yeux, la première chose qui nous vient à l'esprit, comment on s'identifie. Il y a des gens qui s'identifient par la race, d'autres par la religion. Bien que personnellement, je ne crois pas à la différence de race. Il y a une race humaine et la race animale, mais c'est un autre problème. Donc, c'est les gens qui vous disent non, nous sommes arabes ou bien amazirs, les autres qui vous disent moi orthodoxe, les autres qui sont sunna ou shia. Toutes ces identifications. Il y a bien sûr des gens qui croient vraiment en l'État moderne, la Constitution, la séparation de pouvoir, la citoyenneté. Il y en a qui sont déjà arrivés au niveau de l'humanité, toutes les conventions internationales, les droits humains et compagnie, et le cosmos, où là, bien sûr, nous voyons un petit peu l'environnement. Ce sont tous ceux qui pensent que nous sommes égaux, que nous soyons des êtres humains ou des animaux ou des végétaux. C'est cette égalité-là. Donc, moi, je dirais, et ça, ce ne sont pas des statistiques scientifiques, mais mon observation durant toutes ces années de mon expérience dans tellement de pays me fait penser que, disons, pour revenir à notre région, je dirais que peut-être 70% de nos citoyens sont dans les 3 premiers niveaux, c'est-à-dire individuel, famille ou tribu. Par contre, je dirais que seule l'élite, seuls 20 à 30% réellement croient en l'État ou à l'humanité, au cosmos. Donc quelqu'un peut, par exemple, être un parlementaire, donc bénéficier des institutions de l'État moderne et pourtant venir avec la casquette de sa tribu ou de sa religion, et c'est ce qui explique un petit peu tous ceux qui ont voté pour l'islam politique ou le fondamentalisme religieux ou tout cela. Donc en fait, il y a ce type de schizophrénie que nous retrouvons dans les personnes qui peuvent aussi être en train d'appliquer des conventions internationales de droits humains, mais qui évidemment sont totalement contre le droit des femmes, comme exemple, ou le droit des migrants ou autres. Donc, comprendre cela est fondamental parce que ça nous permettra d'arrêter de croire ou de donner ou des choses comme si toutes les audiences exactement sont au même niveau, elles ne le sont pas. Et donc, si cette majorité justement se trouve dans ces 3 premiers niveaux et que seule cette élite se trouve dans les seconds, justement, est-ce que durant la pandémie, normalement, est-ce qu'on aurait dû aller vers beaucoup plus de solidarité, au moins de solidarité? Et ça aussi, il va falloir réfléchir en fonction de à quel niveau nous sommes. Parce que quelqu'un qui, par exemple, ne croit pas en l'égalité des gens, quelles que soient leurs différences, aura tendance à être beaucoup moins solidaire que quelqu'un qui le serait. Et le grand problème, en fin de compte, de cet état, moi je dirais de tribal, cette identité, elle n'est pas mauvaise. Nous avons tous le droit d'avoir notre identité en fonction de notre choix, soit notre pays, soit notre nationalité, soit notre religion et tout. Le problème, c'est quand on va à l'extrême, et c'est ce qu'on appelle les ismes en anglais, donc le fondamentalisme religieux ou extrémisme, le radicalisme, le racisme, le castisme, le sexisme, le classicisme, tout cela, c'est cet extrême-là qui explique que quelqu'un qui appartient à Daesh, évidemment, se sentira le droit de vous tuer parce qu'il estime que vous êtes différent ou il a décidé que vous n'êtes pas de la même religion ou pour n'importe quoi. Donc tous ces ismes auxquels, encore une fois, nous sommes confrontés, aussi bien les pays du Sud que du Nord, aussi bien l'Europe, les États-Unis, on a vu le racisme, qu'est-ce qu'il cause comme mort aux États-Unis. Donc ce n'est pas propre aux pays du Sud, le fait que nous ayons ces extrêmes, mais ça nous appartient et ça prouve aussi cette non-compréhension et cette non-travail collectif que nous sommes malheureusement. Et là, je ne suis pas en train d'essayer d'être pessimiste, mais je suis un petit peu réaliste quand je vois le montant de temps, d'énergie, de financement qui ont été mis durant ces 70 ans sans réellement voir une très grande différence. Ça nous pousse tous à vraiment réfléchir plus, réfléchir mieux, réfléchir à comment tout changer et surtout vraiment comprendre que la majorité, elle est loyale à son niveau où elle est. Donc ça ne sert à rien de leur imposer, de leur dire oui mais il y a les droits humains, il y a les conventions internationales, ça ne sert strictement à rien. Il va falloir, et c'est pour moi la vraie révolution culturelle, c'est quand nous tous nous devenons convaincus de cette histoire d'égalité, qu'on ne sente pas que j'impose à quelqu'un qui, sa religion
où il n'y a pas d'égalité, à lui imposer cette égalité parce que je viens avec un texte international. Ça n'a pas de sens. Il faut que on trouve dans son niveau à lui comment justement le convaincre de cette égalité. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, par exemple, les gens qui appartiennent à la religion musulmane n'aiment pas beaucoup le mot égalité, ils préfèrent justice. Parce qu'il n'y a pas le mot égalité dans le Coran, mais il y a justice. Donc, quitte à les convaincre de la justice, c'est pas grave, mais essayons d'y arriver d'une manière ou d'une autre. Et moi-même, en 97, quand j'avais fait ma thèse de doctorat en France, à Paris, j'avais beaucoup travaillé sur la migration. Et je vois le lien très fort avec l'immigration. Évidemment, c'était une thèse de droit comparatif entre toutes les législations européennes. Mais je savais depuis 97 ce manque d'intégration des populations immigrées, combien migrantes allaient poser des problèmes parce que justement quand ils voyagent avec leur niveau, ils voyagent avec leur tribu, ils voyagent avec leur tradition. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que à ce moment-là, il y a un problème dans le pays hôte et c'est au pays hôte de choisir soit de les intégrer et de voir cette évolution avec eux ou qu'il y ait cette grande différence et en fin de compte, ils ne seront jamais intégrés puisqu'ils resteront dans des ghettos tout seuls à faire comme ça. J'ai beaucoup d'exemples qui prouvent cela, par exemple les mutilations génitales féminines, combien l'Europe n'a pas trouvé de solution jusqu'à très récemment. Une fois, elle les obligeait à ne pas le faire. Évidemment, les mamans prenaient leurs enfants, elles revenaient à Djibouti, Soudan, l'Égypte, Burkina pour le faire. Après, les lances, c'est pourquoi c'est important de voir à travers une manière. J'avais parlé à des parlementaires européens qui, d'après elle, il y avait surtout des femmes parlementaires, mais des hommes. Pour eux, l'important, c'était le droit à la vie privée. Donc, elles ne se sentaient pas du tout pouvoir intervenir quand une maman faisait couper l'organe génital de sa fille, le droit de propriété. Mais je leur ai dit qu'au-dessus du droit à la vie privée, il y a l'intérêt suprême de l'enfant. Donc, pour protéger cet enfant, il n'y a plus de droit à la vie privée. C'est une torture qu'on effectue. Vous savez comment ça se passe. Les gars, je vous passe tout ça. Donc, c'est très très important que aussi cette Méditerranée dont parlait le professeur Rabat, si on veut vraiment qu'elle devienne un espace qui nous unit et qui ne nous sépare pas, qu'on puisse regarder les choses de la même manière ou du moins de la manière de la spirale dynamique si on veut changer tout cela. Donc, comme je dis, pour la pandémie, nous devons reconnaître que nous avons échoué avec tous ces écarts-là au départ de réponse, ce manque de solidarité, pas seulement nord-sud, mais dans les pays nord. Après, le vaccin l'a encore prouvé et tout cela. Et c'est pour cela l'importance que nous puissions travailler beaucoup sur notre intelligence émotionnelle pour voir comment nous pouvons justement tous et toutes progresser dans ce niveau-là et comment aussi arriver à faire ce shift, changement de paradigme si nous voulons réellement ensemble avancer. Donc je parle de valeurs qui nous sont communes. Donc en fin de compte, le socle commun c'est la valeur. Peu importe de quelle nationalité nous sommes, ou religion, whatever, nous, bien sûr, nous croyons tous en la dignité de l'être humain, en la justice sociale, en toutes ces valeurs qui nous unissent et qui représentent vraiment cette législation qui n'est pas écrite, mais qui est en nous, avec laquelle nous naissons et nous évoluons. Et je pense que ce serait bien ce matin, le professeur parlait justement de cette histoire de reframing. L'architecte qui nous a présenté avait parlé comme quoi on doit changer l'architecture. Absolument. Absolument. Il avait donné un exemple de reframing, recadrage, et j'y crois énormément, parce que quand on change la manière dont on voit la chose, il avait bien parlé de mouver de la beauté à l'harmonie, ça nous aide vraiment à faire ce changement-là. Donc nous-mêmes, nous devons apprendre à voir les choses invisibles, c'est très très important, à reconnaître ce que nous avons, les choses que nous ne voyons pas, et à essayer de progresser dans ce sens-là pour pouvoir le faire, et de vraiment d'adapter tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tous les très beaux meetings en fonction de cela et en faisant cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Richard. Honnêtement, je suis vraiment félicité pour à la fois votre rigueur scientifique et votre enthousiasme. Ça, vraiment, c'est toujours quelque chose de très encourageant pour l'ensemble des personnes qui réfléchissent à ces questions. Ce que j'ai retenu essentiellement, je voudrais
voulais dire, je me permets d'accuser de ma position. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur la schizophrénie avec des gens qui, appartenant à l'élite, ont un discours qui est très rassurant, qui est très élevé intellectuellement parlant, et puis qui, dans la réalité des choses, ou de l'action politique, ou même de l'action sociale, retrouve des préjugés, des blocages, etc. Deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est l'égalité, et qu'il ne suffit pas de dire aux gens qu'il faut être égaux et égalitaristes, mais qu'il faut convaincre les gens à partir d'un background qui est celui de leur identité, de leur culture, etc. Bon, moi j'ai toujours une petite remarque un peu iconoclaste. Quand on parle des blocages au niveau de l'intégration, moi d'abord je ne suis pas du tout hostile à l'expression, au concept d'assimilation, mais ça c'est pour vous taquiner un peu, vous tous, on en parlera une autre fois. L'intégration, c'est vrai qu'il y a des... Mais il faudrait aussi que les immigrés eux-mêmes fassent l'effort de s'intégrer, comme l'ont fait beaucoup de communautés quand elles sont allées aux États-Unis, les Italiens, les Irlandais, c'est peut-être plus facile pour les Irlandais parce que c'est quand même le monde anglo-saxon, les Mexicains, les Espagnols, les Italiens et même des Arabes qui se sont parfaitement intégrés aux États-Unis parce que là-bas, c'est pas comme l'Europe qui est très près d'ici, là-bas il faut vraiment, c'est une question de survie. Il faut s'adapter, il faut faire l'effort de s'intégrer, sinon on est en Amérique, on n'est pas à Naples ou à Marseille. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ça et vous redire combien j'ai été intéressé par votre communication. Bravo. Merci. C'est bon, je peux passer. Vous pouvez Non, passer. non, c'est bon, c'est bon. Voilà, alors maintenant...